Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à cette émission CML chez vous, de tout le temps, de tout le jour, madame, messieurs. C'est le plus de 143 82 62 66 531, notre numéro, les numéros par lesquels vous entrez toujours en contact avec nous pour essayer d'échanger sur l'actualité sociopolitique en République démocratique du Congo. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons parler de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, avec cette fois-là les attaques de FRDC contre le M23, et ce qui a fait d'ailleurs que la cité de Rutshuru, centre qui était entre les mains de M23, puisse être récupérée par les FRDC. C'est une bonne nouvelle pour nous, on doit applaudir. Mais aujourd'hui sur ce plateau, nous allons échanger avec notre invité. C'est lui qui nous dira les stratégies qu'avait utilisé Joseph Kabila justement pour mettre fin au M23 en 2012, mais aussi avec lui toujours nous allons savoir la position du PPRD vis-à-vis de l'appel du chef de l'État à l'unité. Nous avons vu d'une part Martin Fayoulou qui a également appelé à l'unité, Moïse Katumbi également, mais Joseph Kabila jusque-là n'a pas encore donné sa position. On va savoir pourquoi est-ce que le PPRD tarde jusqu'à présent à donner sa position vis-à-vis de l'appel du chef de l'État à l'unité. Pour ce faire, nous recevons pour vous monsieur Aristote Ngarimé. Il est secrétaire national adjoint en charge de la communication du parti PPRD de Joseph Kabila. Monsieur Aristote, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, très cher Nathan. C'est un réel plaisir de se retrouver encore ici une fois. Merci à vous de m'avoir convié. J'en profite également pour saluer le DG de cette chaîne qui est un frère et un ami. Merci pour tout. Je suis à votre disposition pour échanger. Merci. Merci beaucoup, monsieur Aristote Ngarimé. Madame, monsieur, vous savez que c'est une émission co-présentée. Je suis accompagné de Tania Moubadi. Bonjour et bienvenue, Tania. Bonjour Nathan, bonjour monsieur Aristote. Bonjour Ngarimé. madame Tania. Bonjour. Salutations à nos téléspectateurs. Déjà, je vous invite vivement à réagir à nos différentes thématiques, car c'est aussi votre débat. Le numéro est déjà affiché au bas de vos écrans. Merci. Alors, rapidement, dans le cadre du biscuit de l'émission, monsieur Aristote Ngarimé, nous voulons savoir aujourd'hui la situation sur le dossier du secrétaire national en charge de la communication, monsieur Jimmy Kitenge, qui est toujours en prison. J'ai des biscuits en effet. Ouais. Je parlerai de Jimmy Kitenge, son état de santé, comment est-ce que son dossier jusqu'à ce jour n'est pas encore fixé, et je reviendrai également pour évoquer les cas de votre concert, pourquoi vous n'en parlez pas, Sonia Roley, qui a été expulsée de la RDC, une journaliste de la RFI qui a été expulsée par le régime de Félix. Commençons d'abord par Jimmy Kitenge. Je commence par Jimmy Kitenge. Je vous avais dit, madame et messieurs, que le dossier Jimmy Kitenge, c'est un dossier politique. Le dossier Jimmy Kitenge, il n'y a rien de droit là-dedans. Il n'y a pas le droit. Il n'y a pas la procédure. C'était un dossier politique. Jimmy Kitenge a été retiré de la circulation, pour être mis au frais là-bas à Makala. Il n'y a rien de droit. Jusqu'à ce jour, le dossier Jimmy Kitenge n'a jamais été fixé. Quand on arrête quelqu'un par précipitation parce qu'il a été enlevé, mais ne serait-ce qu'ayez l'amabilité de fixer les dossiers pour que ces derniers soient conscients de ses erreurs. Depuis que Jimmy a été enlevé le 26 juillet jusqu'à ce jour, on n'a jamais fixé les dossiers. On se dit pourquoi? La précipitation avec laquelle Jimmy a été enlevé, moi je me disais peut-être qu'il y avait déjà des flagrances, il y avait déjà un dossier peaufiné. Mais grand est notre étonnement que jusqu'à présent, le dossier Jimmy Kitenge n'a jamais été fixé. Vous savez pourquoi? Parce que le dossier Jimmy Kitenge est vide. Il n'y a rien, il n'y a pas d'infraction dedans. Ils ont honte de fixer ce dossier. Il n'y a rien. Alors, monsieur, donc, si pour nous, il n'y a rien, pourquoi est-ce qu'il croupit toujours en prison? Mais justement, c'est parce que ce régime ici, c'est un régime dictatorial. On ne supporte plus un autre son de cloche. Je vous ai dit, si Jimmy Kitenge est égal à 10 communicateurs de l'Union sacrée, entassez les communicateurs de l'Union sacrée là au nombre de 10. C'est ça le poids de Jimmy Kitenge. On n'a pas réussi à convaincre Jimmy Kitenge comme ça dans les débats. Raison pour laquelle l'ANR a enlevé Jimmy. Jimmy est à Makala. On n'arrive pas à fixer le dossier de Jimmy. Admettons qu'il est fautif, mais fixons le dossier. Nous avons nos avocats, vous avez aussi vos avocats. Nous allons en effet voir sur quel point, dans quelle ligne Jimmy Kitenge a fauté. Donc le vrai problème aujourd'hui, Jimmy est à Makala parce que c'est une volonté politique. Il n'y a pas les droits, il n'y a pas la procédure, c'est l'anarchie, c'est les désordres. On n'arrive même pas à fixer le dossier. Pire encore, Jimmy est malade.
Jimmy est toujours malade. Sur instruction du procureur, il a demandé à un médecin d'aller examiner l'état de santé de Jimmy. Le médecin légiste est allé voir l'état de santé de Jimmy Kitenge et il a fait un rapport au procureur pour dire que Jimmy Kitenge est malade. Hormis tout ça, mais Jimmy Kitenge est toujours à Makala. On ne fixe même pas les dossiers. Ça, c'est quel régime sans cœur? Qu'est-ce que Jimmy a fait? Qu'est-ce que vous reprochez à Jimmy? On n'arrive pas à le fixer. C'est ça le problème. Donc, nous sommes conscients que ce régime ici voulait à tout prix éliminer politiquement Jimmy Kitenge. On voulait retirer Jimmy Kitenge dans la circulation parce que Jimmy Kitenge dénonçait, expliquait le méfait de ce régime. C'est pourquoi, madame, je reviens aussi sur un cas, parce que je parle de violation de droits de l'homme, de la démocratie. Madame, le régime de Félix Tshisekedi, c'est un régime dictatorial. Quand nous disons chaque jour ici que c'est un régime qui instaure les dérives dictatoriales, vous ne nous croyez pas. C'est un régime antisocial. C'est un régime qui dédaigne le peuple. C'est un régime qui repousse tous les principes de droits de l'homme. C'est un régime qui ne terrorise pas le vertu de la démocratie. Madame, votre concert, vous la connaissez. Sonia Roley, elle est française. Elle travaille pour RFI. Elle s'est retrouvée en RDC avec son visa. Sonia Roley, elle était en RDC en bonne et due forme avec son visa. Un bon matin, on convoque Sonia Roley à la DGM pour l'expulser mano militari, alors que Sonia Roley détenait encore un visa en cours de validité. Donc, tout simplement parce que ces régimes ne souhaitent pas avoir un autre son de cloche. C'est parce que ces régimes ne supportent pas qu'il y ait la contradiction, la démocratie. Sonia Roley est expulsée au mépris des droits de l'homme, au mépris de la démocratie. Nous pensons... Son visa s'est réexpiré, monsieur. Sonia Roley a présenté ses documents. Il a présenté tous les documents et elle a en effet dit qu'elle est en ordre. Elle ne comprend pas pourquoi est-ce qu'elle a été en effet expulsée mano militari, sans bagage, sans ses valises. Donc tout simplement c'est parce que ce régime, c'est un régime antisocial au mépris de la démocratie, un régime qui dédaigne le principe démocratique. Donc je manifeste ici toute ma compassion à Sonia Roley. Je témoigne ici ma solidarité à Sonia Roley. Je pense que là où elle est partie, elle est rentrée, elle aura le temps de faire le point sur l'état de la démocratie en RDC. Parce que nous disons sans arrêt qu'ici, Félix Tshisekedi a déjà assassiné la démocratie, il a déjà tué la démocratie, la liberté d'expression n'existait plus, on ne nous croyait pas. Maintenant, c'est Sonia Roley, c'est elle maintenant qui va constituer, elle va faire un lobbying pour expliquer à la face du monde que en RDC, quand vous osez critiquer Félix Tshisekedi, c'est soit à Makala comme Jimmy. Si vous êtes journaliste, on vous étrangère comme Sonia Roley, on vous expulse. Si vous êtes Steve Wemby, on vous enlève. Donc Yves Bouya à Makala. Donc voilà l'état de la démocratie et c'est extrêmement grave. Nous témoignons notre solidarité à Sonia Roley. Nous savons que c'est une dame brave, elle fait bien son travail. Merci beaucoup, monsieur Aristote Ngarimé. Entrons rapidement dans le vif du sujet. Nous parlons de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, cette fois-ci avec les attaques de FARDC dans le camp des M23. Votre lecture, monsieur Aristote, en 5 minutes, et puis nous allons vous relancer avec des questions. C'est ici le lieu et le moment d'encourager nos FARDC. J'encourage nos militaires. Si j'avais un enfant à l'âge de maturité à 18 ans, j'enverrai cet enfant-là dans cette armée, aller s'enrôler. J'encourage les FARDC. Malheureusement, je n'ai pas un enfant qui a atteint 18 ans. Mais certains ont déjà des enfants qui sont au pouvoir. Ils ont des enfants dépassant 18 ans. Paul Kagame a envoyé son fils cadet à aller faire l'armée. Moi, si j'avais un enfant, un garçon qui a 18 ans, j'enverrais cet enfant-là. Vous n'êtes pas vous-même parti? Non, parce que... Vous n'êtes pas enrôlé à l'armée? Moi, je suis déjà dans une autre profession. Je suis déjà enseignant. Je suis dans une autre profession. Mais cela n'empêche pas aussi... Je sers déjà autrement la République. Si j'avais un enfant à l'âge de maturité, ou soit il avait 18 ans, j'allais envoyer cet enfant-là à aller faire l'armée. Donc, c'est ça d'abord, je soutiens nos FARDC. Je suis pour cette armée. L'armée qui a été conçue, bâtie, organisée par Joseph
Kabila Kabange. Au point où quand Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir, Félix Tshisekedi a dit que j'ai trouvé une armée organisée et structurée. Ça, c'est Félix Tshisekedi. Donc, ici, à travers cette émission, j'en profite pour témoigner notre solidarité, soutien à nos FARDC et nous sommes avec eux. Premier élément. Deuxième élément, chers messieurs. Ça, c'est la conséquence de vouloir gérer la République sans connaître l'histoire du pays. Vous arrivez au sommet de l'État. Vous avez le pouvoir. IDPS, vous arrivez au pouvoir. Mais vous ne maîtrisez pas l'approche historique de ce pays. Vous gérez avec des sauts d'humeur. Vous gérez avec tant de légèreté, avec tant de jouissance, parce que vous avez méprisé l'histoire. Histoire politique existe. Si vous voulez mieux gérer la RDC, il faut commencer par maîtriser l'histoire politique de la RDC. Vous ne pouvez pas arriver au pouvoir et vous comporter de la sorte vis-à-vis du Rwanda si seulement vous avez l'approche historique des relations qui existent entre la RDC et le Rwanda. C'est parce qu'on avait méprisé l'histoire. Qu'est-ce que cela veut dire l'histoire? Nous connaissons toujours que le Rwanda a développé depuis belle lurette la vision expansionniste avec la démographie galopante au Rwanda. Le Rwanda cherche toujours à occuper nos espaces, nos terres, c'est connu. Et vous, président, quand vous arrivez en fonction, si vous avez la notion historique, vous savez qu'il y a un voisin qui a une démographie galopante, il cherche à occuper nos terres. Il y a une manière de se comporter vis-à-vis de ces pays. Parce que ces pays, ça vous envahir, à vous arracher vos terres, vos territoires. Vous gouvernez sans l'approche historique. Vous avez pris l'histoire, vous avez mis je ne sais pas où. On ne peut pas gouverner sans l'histoire. Nous connaissons la vision du Rwanda. Alors, premier élément. Troisième élément. Cette histoire nous dit, cette histoire que justement, vous évoquez tout de suite. Et en effet, l'histoire nous démontre que le Rwanda a toujours soutenu les groupes armés dans la partie est du pays depuis 1960. J'arrive. Mais il a dit, mais il ne maîtrisait pas ça, cette approche historique. Il a été trahi par son comportement vis-à-vis de Kagame. Et je vais démontrer. Depuis 1960, 1970, 1980, le Rwanda constitue un bras séculier de toutes les forces de rébellion, rebelles qui se créent à l'est de la République. Et quand vous arrivez, connaissant cela, vous devez adopter une politique étrangère allant dans le sens non seulement de protéger vos territoires, mais aussi à vous comporter différemment du Rwanda. Félix Tshisekedi arrive au pouvoir. Voilà les erreurs de Félix Tshisekedi. Il se tourne vers Kagame. Faites vos recherches. Félix Tshisekedi est allé plus au Rwanda que Kagame venir ici. Entre Kagame et Rwanda, qui s'est plus déplacé pour aller vers l'autre, c'est Félix Tshisekedi. Ici est rendu plusieurs fois Rwanda. D'abord, premier élément. Deuxième élément. Au grand jour, Félix Tshisekedi dit que Kagame c'est un partenaire fiable. Ça, c'est le français. Un partenaire fiable. Je me dis, est-ce qu'il connaissait l'approche historique qui relie les deux États? Partenaire fiable. Il va plus loin pour dire Kagame, c'est mon ami et frère. Nous disions à l'époque, non, mais c'est Félix Tshisekedi. N'allez pas vous livrer ainsi. N'allez pas serrer la main de ces derniers. Ne l'appelez pas un partenaire fiable. Parce que à ce qui concerne la dimension historique, ces messieurs développent une vision expansionniste depuis toujours. Alors, et il veut le faire. Nous sommes arrivés. C'était une stratégie pour Félix Tshisekedi de pouvoir connaître qui est Kagame. Non. Il est censé savoir sa stratégie maléfique contre la République. Quand je vous dis qu'il faut maîtriser l'approche historique, c'est ça. Il a été dans l'opposition. Son parti a examiné les comportements de Kagame, les actions de Kagame. Arrivé au pouvoir, qu'est-ce qu'il va encore chercher à connaître? Parce qu'il est censé mieux connaître avant d'arriver au pouvoir. Donc, Félix Tshisekedi est allé s'offrir entre les mains de Kagame pour l'appeler ami et frère. Imaginez-vous que Félix Tshisekedi appelle Kagame mon ami et frère, mais Kabila c'est mon ennemi, il me bloque. Imaginez-vous que Félix Tshisekedi dit que Kagame c'est mon frère, mais nous peut perdre ses frères, dit ça, nous sommes ses ennemis, nous le bloquons. Vous imaginez ça? Donc c'est ça le grand problème aujourd'hui, les erreurs historiques de M. Félix Tshisekedi. Il est allé s'offrir entre les mains de Kagame. Nous disons,
C'est quand même très grave. Alors, monsieur Harrison, est-ce que c'était du mensonge que Félix Tshisekedi avait dit, parce que, selon lui, c'était le PPRD qui débloquait le FCC de manière générale. Est-ce que c'était du mensonge? Maintenant, parce que nous avions tous suivi le spectacle qui a régné lorsque Ilou Kamba a été Premier ministre. Maintenant, entre Kagame et nous, qui est plus dangereux par rapport au régime de Félix Tshisekedi? C'est Kagame. C'est Kagame qui cherche à envahir nos territoires. C'est Kagame qui tue nos frères à travers le M23. C'est Kagame le plus dangereux. Félix Tshisekedi dit que Kagame c'est mon ami et frère, mais Kabila c'est mon ennemi parce qu'il m'est bloqué. Kagame c'est mon frère, le PPRD vous êtes mes ennemis parce que vous me bloquez. Alors ce n'était pas le cas. Avec notre expérience, nous aurions pu mettre ça au profit de Félix Tshisekedi pour vaincre Kagame. Donc aujourd'hui, les erreurs de Kagame, de Félix Tshisekedi nous ont amenés à ce point. Donc nous disons, c'est notre frère, nous aimons la République, c'est la RDC, nous allons faire en sorte que nous puissions soutenir notre FRDC pour que nous puissions récupérer nos terres. Mais je sais pas, je crois que vous êtes marié. Si un bon matin comme ça, votre femme commence à vous demander pardon. Pardonnez-moi mon mari, pardonne-moi. Pour essayer un peu de poser la question à votre femme. Vous me demandez pardon pour avoir fait quoi? C'est ça le comportement de M. Félix Tshisekedi. Il nous demande pardon, j'ai fait les accords avec Rwanda, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, ça n'a pas abouti. Mais dites-nous en profondeur, qu'est-ce qui s'était réellement passé entre vous et Kagame pour en arriver là? Quels sont les accords signés entre vous deux? C'est ça le vrai problème. Mais comme c'est la République qui est en danger, nous soutenons nos FRDC et nous savons qu'avec nos FRDC, nous allons récupérer nos territoires. Alors, parce que vous venez de saluer les prouesses de FRDC tout à l'heure, et vous avez même dit que si vous aviez un fils qui avait 18 ans, vous l'enverrez vous l'enverrez rejoindre le FRDC. Vous pensez que on va dire que vous êtes en train d'une part de reconnaître l'appel du chef de l'État de mobiliser la population pour que tous ensemble puissions soutenir le FRDC. Donc vous saluez cet appel du chef de l'État. Madame, écoutez-moi. Encore une fois, il faut consulter l'histoire de ces pays. La cohésion nationale, les sentiments nationaux, l'amour pour la RDC ne commence pas avec M. Félix Tshisekedi. Avant que Félix Tshisekedi puisse devenir président ou politicien, les Congolais avaient déjà développé l'amour envers leur patrie. La cohésion nationale, l'unité nationale. Je peux m'avouer ici, c'était l'œuvre de Mobutu. Donc, le fait pour nous de défendre la RDC, défendre nos FRDC, ce n'est pas forcément parce que M. Félix Tshisekedi a fait l'appel. L'amour qui m'anime pour la RDC n'est pas caricaturé par rapport au discours de M. Félix Tshisekedi. Il peut ou ne pas être président, j'aimerais toujours la RDC. Je chercherai toujours où se trouvent mes frères de l'Est. C'est ça le vrai point. Donc, ici, madame, nous devons distinguer le point. Et c'était le même discours que vous avez tenu d'abord, à l'époque. D'abord, madame, à l'époque, vous avez vu le 2 août 1998, ici à Kinshasa, quand les Rwandais étaient venus ici à Massina. Savez-vous pourquoi on appelle marché de liberté à Massina? C'est parce qu'il y avait des jeunes gens qui ont développé l'amour pour la RDC. Ils ont chassé les Rwandais. Et c'est cet amour-là que nous avons toujours. Ce n'est pas parce que Félix Tshisekedi a fait son discours de 13 minutes là que du coup, il y a l'amour pour la RDC, il y a la cohésion nationale, les sentiments nationaux. Si j'avais un fils qui avait 18 ans, j'enverrais ce fils-là à aller faire l'armée. Ce n'est pas parce que M. Félix Tshisekedi a fait son discours de 13 minutes. C'est parce que moi et mon fils, nous aimons la RDC. La RDC plus grand que Félix Tshisekedi. La RDC plus grand que son discours. La RDC plus grand que l'IDPS. La RDC plus que tout. Donc j'enverrai mon fils aller faire l'armée, pas parce que Félix Tshisekedi a fait un discours. Donc la cohésion nationale ici, nous soutenons nos forces armées, c'est pas parce que M. Félix Tshisekedi a fait un discours. Non. Je vous ai démontré ici ses erreurs diplomatiques, ses erreurs historiques. Il est allé embrasser Kagame. Il est allé signer les accords avec Kagame. Ce que Kabila n'a jamais fait. Les accords économiques avec Kagame. Madame, vous prenez nos minéraux de Sakima, à cause de 5 millions de dollars, vous donnez ça à Kagame, vous finissez les accords avec Kagame. Sakima, nos numéros de Sakima. Vous prenez encore l'espace aérien, vous offrez ça à Kagame. Voilà des erreurs comme ça. Donc, il faut ici tout de suite élaguer ça dans les discours des uns et des autres, que nous sommes en train de soutenir nos FRDC ou soutenir la RDC parce que M. Félix Tshisekedi a fait l'appel. Non, l'appel qu'il a à faire, tant mieux, c'est comme président de la République, mais nous le faisons comme des citoyens parce que nous avons l'amour de ces pays. Donc, le discours du chef de l'État est tombé sur vos oreilles comme de l'eau sur le dos d'un canard. Le discours du chef de l'État a trouvé déjà les sentiments nationaux qui nous animaient pour la RDC.
Le discours du chef de l'État a trouvé, on avait déjà la cohésion nationale, que l'IDPS est venu déstructurer. Madame, c'est depuis toujours, nous avons pondu des communiqués pour dire que nous soutenons le FRDC, nous sommes pour le FRDC, nous sommes pour nos soldats qui sont au front. Donc, il a tenu son discours parce qu'il est président de la République. Ne venez pas me dire ici que nous, PPRD, nous cultivons à cet instant l'amour pour la patrie, c'est parce que lui, il a fait son discours. Non, je vous ai démontré sur le plan historique, madame, la volonté de vouloir vivre ensemble en RDC. C'est reconnu que c'est difficile de balkaniser ce pays jusqu'à ce jour parce que nous avons l'amour, la cohésion pour la RDC. Nous développons depuis toujours. Ce n'est pas M. Félix Tshisekedi qui est venu nous apprendre l'amour pour le pays, la cohésion nationale ou le sentiment national. Nous avons toujours fait ça. Madame, à l'époque, quand nous avions vaincu M23 en 2012, parce que le M23 a existé bien avant. En 2012, Kabila a vaincu le M23. Quelle a été la position de M. Félix Tshisekedi vis-à-vis de nous qui étions au pouvoir? Cherchez un peu dans les annales. Qu'est-ce qu'il avait dit comme discours? Il n'avait rien dit, il n'avait même pas soutenu. Donc nous soutenons le FRDC, nous soutenons la RDC, nous soutenons les institutions de la République. Donc ça veut dire qu'au moment de combat, les divergences politiques sont mises de côté. En fait, je précise ici, il y a quelques différences. Ici, le point commun, le dénominateur commun, c'est le Congo. C'est la RDC. Et qui sont censés défendre la RDC en cet instant, c'est nos FRDC. Raison pour laquelle nous dirigeons nos soutiens envers nos FRDC pour en effet protéger nos territoires. Donc, l'appel du chef de l'État, j'aurais bien voulu qu'il puisse poser un acte qui témoigne en effet qu'il veut la cohésion. Madame, vous voulez la cohésion nationale alors que vous arrêtez les prisonniers politiques. Il y a des prisonniers politiques. Vous voulez la cohésion nationale, vous ne faites même pas un effort d'aller vers les autres, les gens qui ont géré avant vous pour avoir ne serait-ce que quelques informations. Je fais ici allusion à Joseph Kabila Kabange. Mais justement, parce que nous sommes dans un cas précis où il y a la guerre, mais il y a des gens qui ont géré cette situation avant que Félix Tshisekedi arrive au pouvoir. Mais qu'est-ce que lui il a fait pour chercher la cohésion nationale? Donc, madame, si nous voulons seulement attendre la cohésion nationale venant de l'IDPS ou de ces régimes, nous n'allons pas l'obtenir. Mais nous devons tous nous mobiliser comme un seul homme, comme Quinois, comme Congolais. Mobutu nous a légué un grand héritage qu'on appelle la cohésion nationale, l'amour du pays. Nous devons utiliser en ce moment précis pour en effet nous mettre ensemble pour chasser les rebelles. Donc, ça peut ou n'est pas les discussions de l'État. D'ailleurs, il n'a pas posé des actes allant dans ce sens-là. Il y a des prisonniers politiques, madame. Et vous nous appelez à la cohésion nationale alors qu'il y a des prisonniers politiques. Et madame, je vais encore aller plus loin. Avec le sectarisme qui a élu domicile dans ce pays. Sectarisme, madame. On fait la mise en place des mandataires. On nomme 24 mandataires publics de l'État. Vous y trouverez 20 ou 18 qui sont le ressortissant d'un espace donné. Je vous dis. Voyez l'architecture de celles et ceux qui dirigent les institutions. C'est tout simplement les gens provenant d'un espace donné. Mais on a vu ça aussi avec Kabila. C'est ça le problème. Donc, on a vu ça aussi avec Kabila. Vous voulez la cohésion? Vous voulez que je vous cite ici? Des gens venant dans un seul espace? Vous voulez que je vous cite ici? Donc, vous voulez la cohésion nationale, sectarisme. Donc, nous aimons le Congo, pas parce que M. Félix Tshisekedi a fait son discours. Nous aimons le Congo parce que nous avons la cohésion nationale au fond de nous, l'amour du pays. Et nous soutenons la RDC. Alors, et encore, il faut rappeler, madame, je ne sais pas pourquoi vous ne devez pas le dire. Quand nous avions dit que Kabila, c'est lui qui a mis en place cette armée, il a organisé cette armée. Au point où Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir, il a dit que j'ai trouvé une armée structurée et organisée. Il avait raison de dire ça parce qu'effectivement, Kabila avait organisé une armée. Ce que nous avons aujourd'hui comme armée, c'est Kabila qui a mis ça en place. Même les deux avions là, des chasses que vous avez vus, les deux avions de chasse que vous avez là, Sukhoi, Su-25, qu'on avait acheté auprès du gouvernement ukrainien. C'était Kabila qui a acheté ça en 2012. Félix Tshisekedi n'a jamais acheté les avions. Les avions là que vous avez vus, des chasses là, c'est Kabila qui a acheté ça en 2012 auprès du gouvernement ukrainien. Et c'était à Kisangani, et on a essayé un peu de revoir ça, et on a utilisé pour le bien de la République. C'est parce que Kabila avait une vision d'organiser l'armée, d'équiper l'armée. Mais aujourd'hui, non seulement ils n'ont pas acheté les avions militaires, même les avions civils, ils n'arrivent pas à acheter. Alors, déjà comme ça. C'est sous quel régime que l'armée a été infiltrée? Non. Par rapport à l'infiltration de l'armée, il faut revenir encore à ce que j'ai dit, l'approche historique. Il fallait bâtir une armée nationale à l'époque.
Et il y avait des républiquettes partout. Il y avait des groupes armés à l'époque. Il y a des généraux qui sont l'émanation du MLC. Parce que MLC constituait une force armée à l'époque. Alors qu'il fallait unir notre armée, créer une armée nationale. C'est à ce moment-là que MLC avait proposé le nom de quelques généraux pour qu'ils soient nommés. Je prends un exemple, l'actuel gouverneur de, je crois, de Sud Kivu, de Nord Kivu, celui qui est le gouverneur militaire, Ndima. Constant Ndima. C'est l'émanation du MLC. C'est MLC qui a proposé ce dernier pour qu'il soit nommé général à l'époque de Kabila. Il y a également des RCD, il y a également des groupes armés. Donc Kabila, en effet, il a payé une facture pour en effet arriver à constituer une armée. L'armée que nous avons aujourd'hui, c'est une armée ici dans le groupe rebelle. Donc c'est ça la facture. Donc il faut maintenant détecter qui est infiltré. Si c'est X, il venait dans quel parti politique, il venait dans quel regroupement. Il faut le savoir. Donc là nous encaissons. Il y a quelques failles à ce point-là, mais c'était des généraux ici, soit des MLC, des RCD, des KML, ainsi de suite, dans le but de créer en effet une armée républicaine. Donc c'est à ce niveau-là qu'il y a eu un petit souci, mais je crois qu'avec le temps, on a réussi quand même à mettre en place une armée nationale. C'est ça le problème. Hier, à l'Assemblée nationale, les députés ont dit non à l'intégration des éléments issus de groupes armés, dont les FARDC, la PNC également. Est-ce une bonne décision ? Moi, je crois que c'est une bonne approche, dans le sens où on ne doit pas continuer à gratifier les rebelles. Vous tuez vos frères, vous tuez vos sœurs, et vous revenez, on fait le brassage, mixage, on vous bombarde de général ou soit colonel. Moi, je crois que c'est une bonne approche pour éradiquer, pour décourager en effet les rebelles. Si vous prenez les armes, ce n'est pas une raison pour en effet intégrer l'armée et être général. Donc c'est ça, je crois que c'est une bonne approche, il faut y maintenir. Mais il ne faut pas seulement se limiter là-bas, il faut aller plus loin. Qu'est-ce que nous allons faire de ces rebelles, en effet, qui ont pris les armes, nos frères et sœurs qui ont pris les armes? Qu'est-ce que nous allons faire sur le plan diplomatique pour en effet éradiquer ou finir avec eux? Donc c'est le fait que je... Alors ils sont allés plus loin pour dire que il y a des anciens M23 non seulement dans la police nationale, mais également dans des services de renseignement, mais aussi dans les autres institutions publiques. Alors, c'est quel régime qui a quand même favorisé cette infiltration jusque dans des entreprises publiques? Madame, l'infiltration ne commence pas aujourd'hui, cher Nathan. C'était depuis Mobutu. Savez-vous que le directeur de cabinet de Mobutu s'appelait Bisenyimana? Il était un Rwandais. Il a été le directeur de cabinet de Mobutu pendant 7 ans. À l'époque, il n'y avait pas un premier ministre. C'était le général Moulamba qui était premier ministre, révoqué, il est parti à Zambie, et ainsi de suite. Et on avait un Rwandais, Tutsi, qui s'appelait Bisenyimana, qui était directeur des cabinets des maréchals. Ce dernier a induit maréchal en erreur, jusqu'à octroyer la nationalité collective au Rwandais, qu'on appelait Tutsi à l'époque. Voilà déjà le début de l'infiltration. Un sérieux problème, un très sérieux. Deuxième épisode, c'est en 1994. Lorsqu'il y a eu génocide au Rwanda, ils sont venus en RDC. Sur instruction de la communauté internationale, nous avons encore une fois accueilli les Rwandais avec armes et munitions, au mépris des règles de droit international. Parce qu'il est clairement établi qu'un réfugié ne peut pas venir dans votre territoire avec armes et munitions. Mais c'était le cas en 1994. Deuxième infiltration. Donc, il y a eu comme ça infiltration dans notre pays. Donc, c'est à nous maintenant de lever l'option pour voir comment nettoyer. Alors, si ce régime est en train de nettoyer, pourquoi est-ce que ça n'a pas été le cas pendant que Joseph Kabila? Madame, depuis que vous êtes là, depuis que Félix Tshisekedi est arrivé, vous pouvez dire la liste des généraux rwandais que lui, il a révoqué dans notre armée. Parce que quand ils étaient dans l'opposition, ils disaient l'armée est infiltrée, il y a des Rwandais partout. Depuis qu'ils sont arrivés au pouvoir, ils nous ont déjà présenté une liste de 20 généraux rwandais qu'ils ont révoqués. Pourquoi ils ne le font pas? C'est ça le problème. Dire c'est une chose. Il y a eu quelques officiers supérieurs qui ont été révoqués, M. Aristote. Pour quelle cause? Chercher à connaître la cause. Ce n'était pas parce qu'ils étaient des Rwandais. Non, il y avait des problèmes administratifs. Ce n'était pas parce qu'ils étaient des Rwandais. Qu'on nous présente la liste des généraux rwandais que M. Félix Tshisekedi a déjà révoqués.
Là, je vais vous croire. Parce que c'est le commandant suprême, c'est lui le chef, c'est lui qui connaît nos forces armées. Pourquoi on ne révoque pas s'il y a des Rwandais? Donc là, c'était notre problème. À mon humble avis, nous soutenons les forces armées. L'infiltration, certes, elle existe parce que je venais de vous démontrer ici comment est-ce qu'on a réussi à nous infiltrer depuis Bisengimana, 94, ainsi de suite. C'est un peu ça. On va un peu revenir en arrière dans vos propos, Monsieur Aristote. Vous pensez que le fait de vouloir renforcer le lien avec un pays voisin est un acte de trahison? Non, madame. Il faut le faire avec le respect des règles de l'art, tout en maîtrisant la dimension historique. Il faut le faire en protégeant vos territoires, vos citoyens. Il faut le faire avec une diplomatie éclairée. Il ne faut pas aller vous offrir entre les mains du voisin, sous prétexte que je veux faire la diplomatie de bon voisinage. Parce qu'entre les États, il n'existe pas l'amour, c'est les intérêts. Je suis d'accord que nous puissions faire une relation avec le Rwanda, mais tout en respectant les normes, le principe. Du moment où le Rwanda est considéré, est cité comme un bras séquilier qui continue à appuyer le M23, ça pose un problème. Donc en réalité, il n'est pas interdit d'avoir une relation diplomatique, mais il faut voir quel type de relation, qu'est-ce que mon pays gagne. Vous savez, madame, Nathan, si l'État a un cœur, ce cœur-là doit être celui de pierre. Il ne peut que réagir quand il voit son intérêt. Je n'ai aucun intérêt de venir vous sourire ou serrer la main s'il n'y a pas mes intérêts. C'est ça le comportement d'un État. Quand Félix Tshisekedi est allé vers le Rwanda, il fallait définir les intérêts de la RDC, définir ce que la RDC gagnait. Ce n'est pas aller ouvrir notre frontière, parce que c'est une frontière qui est considérée poreuse. Et aujourd'hui, il y a eu l'incursion de l'armée rwandaise. C'est ça le problème. Donc, la diplomatie existe, je soutiens, mais il ne faut pas faire la diplomatie parce qu'il faut plaire à X ou Y, mais il faut le faire par rapport au respect des normes et à la considération mutuelle. Merci beaucoup, monsieur Aristote Ngarimé. Alors, quelle est la stratégie que Joseph Kabila avait utilisée hier pour défaire le M23 aujourd'hui? Quelle est la position du PPRD? Bien sûr, la position de Joseph Kabila vis-à-vis de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo et aussi vis-à-vis de l'appel de Félix Tshisekedi à l'unité. Alors, madame, messieurs, vous êtes sur Samuel 13 Télévision, vous suivez votre magazine Samuel Chevaux. Notre numéro est affiché au bas de vos écrans. Appelez-nous, c'est le plus 743 82 62 66 531 ou écrivez-nous sur WhatsApp à travers ces numéros. Nous allons essayer de répondre à toutes vos préoccupations. Je rappelle ici que nous avions réussi pour vous monsieur Aristote Ngarimé, il est secrétaire national adjoint en charge de la communication du parti PPRD de Joseph Kabila. Alors, monsieur Aristote Ngarimé, avant d'aborder les deux grandes questions au cours de notre deuxième partie de cette émission, alors, dites-nous, monsieur Aristote Ngarimé, vous avez ici dit que Félix Tshisekedi a signé des accords avec Kagame. Vous avez aussi ici évoqué le minerai de Sakima que Félix Tshisekedi a donné à Joseph Kabila. Alors, monsieur Aristote Ngarimé. À Kagame, bien sûr, merci. Alors, monsieur Aristote Ngarimé, depuis Kabila le père jusqu'à Kabila le fils, est-ce que vous pensez qu'il y a eu aucun accord signé avec Kagame? S'il y en a, si vous en savez, présentez-nous. Il n'y a pas eu un accord signé avec Kagame sur le plan économique. Kabila n'a jamais signé un accord économique avec le Rwanda. S'il y en a, qu'on puisse nous présenter cet accord. Sur les accords économiques, cependant, c'est Félix Tshisekedi qui a signé un accord avec le Rwanda et cet accord n'a jamais été discuté au Parlement. Donc c'est ça le vrai problème. Nos accords sur le plan sécuritaire. Vous pensez que Kabila n'a jamais signé des accords avec Kagame? Non, en fait, avec Kagame, signer un accord avec Kagame dans quel sens je souhaite sur les accords sécuritaires par exemple. Il y a eu une opération conjointe à l'époque, en 2009, avec le Rwanda. Une opération conjointe. Ça veut dire que nous, nos forces armées, les forces armées rwandaises, nous sommes mis ensemble pour aller traquer les ADF, Nalu et le groupe rebelle à l'époque. Et ça a été fait avec succès. Et c'est fini. Il n'y avait pas eu de conséquences néfastes. Donc c'était en 2009. Mais aujourd'hui, ce que Félix Tshisekedi a fait, c'est extrêmement grave. Aller signer un accord économique avec Kagame.
C'est très grave. Et cet accord, là, n'a jamais été même discuté au Parlement. Nous ne savons pas les tenants, les aboutissants. Et c'est grave. Mais monsieur Aristote Nari, Kabila a défait le M23 en 2012. C'était quoi la stratégie qu'il avait utilisée? Une belle question. Il y a eu plusieurs points pour défaire le M23. D'abord, de un, il y a eu le point diplomatique, politique, militaire. Ce sont... Alors, allons-y au point diplomatique que vous avez évoqué tout de suite. Le point diplomatique, nous avons réussi à convaincre la communauté internationale. Ce que Félix Tshisekedi n'arrive pas à faire aujourd'hui. Que nous étions agressés par le M23 qui était soutenu par le pays voisin. Nous avions arraché l'accompagnement de la communauté internationale. Figurez-vous même... Est-ce que vous pensez, monsieur, écoutez, vous relancer. Est-ce que vous pensez aujourd'hui les États-Unis d'Amérique qui condamnent le Rwanda de soutenir le M23? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, Félix Tshisekedi a malmené sa diplomatie? À l'époque, la Grande-Bretagne a suspendu son apport, parce que vous savez, il y a un lien direct entre le Rwanda et la Grande-Bretagne. Suite à notre diplomatie à l'époque, nous avons réussi à couper les liens entre la Grande-Bretagne et le Rwanda par rapport au dossier du M23 à l'époque. Donc, même l'Allemagne également, même la France. Sur le plan diplomatique, Joseph Kabila Kabange avait réussi à convaincre la communauté sous-régionale, régionale, continentale et universelle que nous étions agressés par le M23, soutenus par, n'est-ce pas, le Rwanda. C'est que Félix Tshisekedi n'arrive pas à le faire aujourd'hui. Félix Tshisekedi, même au niveau de la sous-région, il y a des pays qui n'arrivent pas à condamner ouvertement le Rwanda. On n'arrive pas à condamner le Rwanda. C'est ça le problème. Même les communiqués de l'Union africaine n'arrivent pas clairement à condamner le Rwanda. Donc, sur le plan diplomatique, il faut faire un grand travail. Il faut sensibiliser le monde. Il faut utiliser le lobbying pour faire comprendre à la communauté internationale que le Congo est agressé. Alors, aujourd'hui, c'est celle, nous, les Congolais, qui savons que nous sommes agressés par le Rwanda. Alors, mais ce n'est pas ainsi la compréhension de la communauté internationale. Convaincre la communauté internationale comme avait fait Joseph Kabila, comme vous venez de le dire tout de suite. Parce que sa diplomatie est inexistante. Félix Tshisekedi n'a pas une diplomatie forte, efficace. Il a par ailleurs une diplomatie de représentativité. Une diplomatie de voyage, une diplomatie de selfies, une diplomatie de participation et de conférences. C'est ça justement, il faut avoir une diplomatie efficace. Ça va se faire entourer de bons diplomates. Madame, quand vous apprenez qu'un certain Nyakero a été envoyé ambassadeur au Ghana, est-ce que vous étiez heureuse? Non, parce qu'une dame était à Londres, du coup, on la bombarde ambassadeur au Ghana. Ça pose un sérieux problème. Qui est celui que vous envoyez comme ambassadeur? Quelle est la qualité de nos ambassadeurs? La qualité de nos négociateurs? Est-ce que ce sont des gens qui connaissent les arcanes diplomatiques? Vous prenez n'importe qui, vous l'envoyez ambassadeur, ça pose un souci. Alors qu'il y a les experts, il y a le ministère des Affaires étrangères. Il faut aller chercher des négociateurs, des fins des négociateurs. Il n'y en a pas. Donc, sur le plan diplomatique, il y a un sérieux problème. Vous avez dansé ici le Moutouachi, que vous avez la diplomatie agissante. Mais avec la diplomatie agissante, vous n'avez pas réussi à enlever l'embargo. Vous n'avez pas réussi à condamner le Rwanda sur l'échiquier international. Quelle est l'utilité de votre diplomatie? L'embargo n'existe pas aujourd'hui, monsieur Aristote Nari. Donc, il faut simplement informer lorsque nous allons acheter des armes. Mais c'est une autre manière de vous stopper. C'est une autre manière de vous bloquer. Donc, la diplomatie, madame de Félix Tshisekedi, n'a jamais existé. Cette diplomatie n'a jamais été offensive. Cette diplomatie n'a jamais été convaincante. Cette diplomatie, c'est une diplomatie de jouissance. Alors, vous avez évoqué... Ça, c'est sur le plan diplomatique. Kabila était fort sur le plan diplomatique. C'est pourquoi on a vaincu le M23. Alors, prenons le plan sécuritaire maintenant. Sur le plan sécuritaire. Très bien. Mais quand je vous dis ici, nous avons acheté les 2 avions de chasse Sukhoi Su-25 en 2012. C'était en perspective de ça. Parce que nous étions agressés par le pays voisin, il fallait acheter les avions. Aujourd'hui, depuis que M. Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir, est-ce qu'il a déjà acheté ne serait-ce qu'un avion pour, en effet, équiper nos forces armées? Mais il faut se battre d'abord pour que l'embargo soit levé. C'est ça le problème. L'embargo que Kabila nous avait laissé ici. Non, c'est pas Kabila. Comment nous avions réussi à acheter auprès du gouvernement ukrainien les 2 avions? Il n'y avait pas embargo. C'est ça, je dis, la diplomatie agissante. Une diplomatie
offensive. C'est ça les voix. Donc sur le plan sécuritaire, Kabila a réussi en effet à monter une armée, à acheter les avions, à donner les munitions à nos forces armées, à mettre le budget pour que notre armée puisse en effet remporter la victoire. Mais aujourd'hui, je suis surpris de constater que le budget réservé à l'exercice de la présidence de la République et le budget réservé à l'armée, c'est pareil. Allez-vous comprendre ça? Allez-vous imaginer que la présidence compte 1000 personnels alors que notre armée compte 200 000 hommes, mais ils ont presque le même budget. C'est un sérieux problème. Mais c'était comment à l'époque de Kabila? Mais le budget à la présidence, ce n'était pas comme aujourd'hui. On a triplé, quadruplé le budget à la présidence. Ce n'était pas ainsi. Mais je vous dis que le budget réservé à notre armée et le budget réservé à la présidence, c'est presque pareil. Alors, donc, sur le plan sécuritaire, Kabila a acheté les avions. Raison pour laquelle aujourd'hui, vous utilisez ces 2 avions pour en effet chasser les rebelles. Ni tété, ces 2 avions achetés par Kabila. Qu'allions-nous faire à ce jour? C'est ces avions-là qui nous ont aidés à, n'est-ce pas, à démanteler les rebelles. Donc, sur le plan sécuritaire, il faut en effet acheter les munitions, acheter les armes. Aussi sur le plan des renseignements. Il faut rendre notre service de renseignement compétitif, cher Nathan. L'ANER n'a pas seulement pour vocation d'arrêter Jimmy Kitenge, d'arrêter Aristote Ngarime, Jean-Charles Tchiban, Alain Bolodja, Manis Ienda et tant d'autres. L'ANER a aussi cette obligation d'aller infiltrer le Rwanda, ramener les informations au Rwanda. N'est-ce pas? Déstabiliser le Rwanda. Utiliser même nos femmes, utiliser même nos filles pour aller soutirer les informations. Parce que dans les services de renseignement, une belle femme, on peut l'utiliser pour aller chercher les informations. Donc c'est ça, l'ANER n'a pas seulement comme vocation de nous traquer nous autres. Donc les services de renseignement doivent jouer son rôle pour en effet destituer, démasquer l'ennemi. Alors, M. Aristote Ngarime, j'ai senti votre inquiétude sur la mission justement de l'ANER, mais à l'époque de Kabila, lorsque l'opposition pointait du doigt l'ANER, quel était votre discours? Et aujourd'hui, vous avez changé. Est-ce que ça vous fait mal aujourd'hui de voir l'ANER continuer avec ce même travail de pouvoir traquer ceux qui prétendent être opposants du régime en place? Non, moi je pense par ailleurs que l'ANER doit respecter ses prérogatives, ses missions. L'ANER n'a pas pour vocation de traquer les opposants seulement. L'ANER est appelé à faire plus que ça. Là où il y a des failles, il faut corriger. Mais l'ANER doit jouer pleinement son rôle pour la sécurité de l'État, pour la protection de l'État. Alors, c'est quoi la différence entre l'ANER de Joseph Kabila et l'ANER de Félix Tshisekedi? Est-ce qu'il y a une différence, M. Aristote? Il y a une différence entre l'ANER de Kabila et l'ANER de Félix Tshisekedi. L'ANER de Félix Tshisekedi, c'est l'ANER qui est beaucoup plus focalisé dans la recherche des infractions qui s'effectuent au niveau des politiciens. Nous arrêter Jimmy Kitenge là-bas, Barnabé Milingano et tant d'autres. En effet, nous avons l'impression que l'ANER circoncit ses actions dans les arrestations, dans les enlèvements. Donc, surtout pas forcément. Continue le travail que le régime précédent lui a laissé. Et surtout qu'avec Kabila, il y avait des cachots. Félix avait promis de fermer ses cachots. Il a fermé les cachots de l'ANER, c'est ça? Je reviendrai sur les promesses de Félix Tshisekedi. Est-ce qu'il en a fermé? Donc, moi, ici, j'appelle à la conscience que l'ANER doit jouer pleinement son rôle. L'ANER doit rester dans le prérogative de ses missions pour en effet servir la République, non seulement traquer et arrêter les Jimmy Kitenge. Donc, c'est diplomatique, politique, sécuritaire, c'est ce que Kabila fait. Même au niveau interne, cher Nathan, Kabila a réussi à avoir une cohésion nationale au point de créer un gouvernement d'union nationale à l'époque parce qu'il fallait fédérer, il fallait avoir une seule vision pour dire non au Rwanda à l'époque. C'est ce que vous voulez que Félix aussi se fasse? Nous demandons que Félix Tshisekedi puisse contacter ses pères, contacter ses frères, parler. Pas forcément, pas forcément, non, Nathan, pas forcément dans le sens de travailler avec Félix Tshisekedi. Nous ne sommes pas prêts à travailler avec Félix Tshisekedi. Nous voulons, c'est signer notre arrêt de mort. Travailler avec Félix Tshisekedi à ce jour, c'est signer notre arrêt de mort.
Nous n'en voulons plus. Mais s'il y a convergence de vie autour des questions majeures, notamment la sécurité, nous sommes prêts à partager les informations, les réflexions, ainsi de suite, comme nous le faisons ici, mais pas dans l'objectif de trouver un poste. Ce n'est pas ça, cher frère. Alors, monsieur Aristote Karimé, quelle est la position aujourd'hui du PPRD vis-à-vis de la situation de l'Est et vis-à-vis aussi de l'appel de Félix Tshisekedi? Parce qu'on a vu d'une part Martin Fayulu appelé à l'unité. On a vu aussi Moïse Katumbi faire pareil. D'ailleurs, Adolphe Muzito, n'en parlons pas, parce que c'est lui d'ailleurs qui avait depuis très longtemps commencé à appeler avec sa proposition de faire la guerre contre le Rwanda, construire un mur contre le Rwanda, et aussi 10 propositions qu'il a d'ailleurs fait pour mettre fin à la situation de l'Est. Alors aujourd'hui, le PPRD ne parle pas. Le PPRD de 10 mots face à la situation de l'Est. Joseph Kabila d'ailleurs n'en parle pas, et surtout qu'on connaît qu'il n'a pas l'habitude de parler. Quelle est votre position? Quelle est la position de Joseph Kabila vis-à-vis de la situation de l'Est aujourd'hui? Cher Nathan, ici je porte la voix de Joseph Kabila Kabange. Je porte la voix d'Emmanuel Ramazani Shadari. Je porte la voix du PPRD, Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD en sigle. Nous avions pondu un communiqué. Nous soutenons nos FRDC parce qu'en ce moment précis, ceux qui sont au front, ce sont nos FRDC. Nous devons le soutenir, soutien à tout sens. Nous devons apporter notre soutien au FRDC. C'est ça la position du PPRD. Premier élément. Deuxième élément, nous appelons nos militants, nos cadres, n'est-ce pas, à être derrière les institutions du pays, notamment ici, l'armée. L'armée, c'est ça le vrai problème. Nous soutenons nos FRDC. Et troisième élément, cher Nathan, nous notons avec regret que M. Félix Tshisekedi a signé les accords avec le Rwanda, lesquels accords nous ont amenés là où nous sommes aujourd'hui. Nous déplorons cela. Nous demandons qu'il y ait rupture des relations diplomatiques entre la RDC et le Rwanda, parce que le Rwanda est en train de nous agresser, d'accompagner continuellement le M23. Donc nous ne pouvons pas avoir une bonne relation diplomatique parce que ces régimes tenaient toujours à avoir une bonne relation diplomatique avec le Rwanda, alors que le Rwanda nous agressait. Nous avions dit qu'il fallait chasser Karega depuis longtemps. Ce qui a été fait. À retard, tardivement. Après avoir encaissé, êtes-vous satisfait, monsieur Aristote? On a déjà encaissé des coups. Monsieur Aristote, s'il vous plaît. Vous avez demandé qu'on puisse expulser Vincent Karega, l'ambassadeur rwandais. C'est que le gouvernement congolais a fait aujourd'hui. Êtes-vous satisfait, oui ou non? C'est fait, mais tardivement. C'est fait, mais tardivement. Parce que nous avions bien dit, nous avons dit, il faut chasser Karega. Donc, il nous a pas crié. Aujourd'hui encore, nous disons qu'entre le Rwanda et l'Ouganda, c'est la même chose. Ils sont ensemble. Ils travaillent en intelligence. Il faut être vigilant aussi envers l'Ouganda. Parce qu'ils sont ensemble. Vous voyez les fils du général, le général qui est le fils du président Museveni. Vous suivez ses tweets. Comment est-ce qu'il est maladroit, impoli à l'endroit de nous, Congolais, et de nos autorités. Donc il faut bien regarder l'Ouganda. Nous insistons encore une fois, Nathan, il faut qu'il y ait rupture des relations entre la RDC et en effet le Rwanda, parce que le Rwanda continue à appuyer. Donc telle est notre position. Nous voulons que M. Félix Tshisekedi, s'il le souhaite, qu'il puisse changer de paradigme, qu'il puisse en effet changer sa manière de faire en ce qui concerne la sécurité de notre pays, et qu'il puisse donner des moyens à notre armée, qu'il puisse réduire le budget de la présidence et affecter au niveau de l'armée, qu'il puisse équiper davantage l'armée. C'est ça ce que nous voulons. Kabila qui a vaincu le M23 en 2012, est-ce que vous voulez aujourd'hui que Félix Tshisekedi vienne vers vous pour vous consulter, ou que Kabila vienne donner son expertise à Joseph Kabila? Nous ne voulons pas donner l'impression comme si nous sommes incontournables. Non. Nous pensons par ailleurs que nous sommes, ou soit Kabila, c'est une personne ressource. C'est une personne ressource. Ça veut dire quoi, une personne ressource? Ça veut dire qu'une personne auprès de qui on peut, n'est-ce pas, puiser quelques informations. Ayant été au fond, connaissant ces dossiers, on peut l'approcher, il peut donner quelques réflexions. De même avec Muzito, de même avec Martin Fayulu. Nous pensons que c'est la République qui est en danger. Je l'ai démontré ici.
il suffisait simplement d'approcher quelques acteurs majeurs, les convoquer, échanger. Ça s'est fait ailleurs, en France, partout. Donc, s'ils pensent le faire, ça sera une bonne chose. Mais nous n'insistons pas là-dessus. C'est comme si nous voulons gagner quelque chose derrière M. Félix Tshisekedi. Non. S'il estime que Kabila, c'est une personne ressource, il n'a qu'à venir et nous allons donner quelques informations. Alors, M. Aristote, pourquoi est-ce que le PPRD refuse de souscrire à l'appel à la mobilisation du président de la République? Madame, dois-je encore rappeler que nous ne refusons pas. La mobilisation, c'est dans notre ADN. La cohésion nationale, c'est dans notre ADN. L'amour de la patrie, c'est dans notre ADN. Le sentiment national, c'est dans notre ADN. Nous aimons le Congo avant la naissance de M. Félix Tshisekedi. Nous aimons le Congo avant l'arrivée de M. Félix Tshisekedi au pouvoir. Et nous aimerons le Congo après le départ de M. Félix Tshisekedi. Il n'a qu'un mandat. Le Congo est plus grand que lui. Nous sommes mobilisés pour soutenir nos FRDC. Nous avions répondu, nous sommes rendus compte que c'est le moment indiqué pour soutenir nos FRDC. Et nous le faisons, il y a des communiqués. On a même fait des marches pour soutenir nos FRDC. Qu'est-ce que vous voulez encore? D'ailleurs, vous utilisez les 2 avions que Kabila avait achetés pour, n'est-ce pas, chasser les M23. Donc, ce n'est pas une bonne contribution. Donc, nous soutenons nos FRDC parce que la cohésion nationale, l'appel à la solidarité, c'est dans notre ADN quand le pays est en danger. C'est ça le vrai problème. Alors, que pensez-vous du dialogue de la paix qui est annoncé pour le 16 novembre sur appel, bien sûr, du président de l'EAC, président du Burundi? D'abord, madame, pourquoi est-ce que M. Félix Tshisekedi a accepté que la RDC puisse s'intégrer EAC? Qu'est-ce que nous gagnons là-dedans? Qu'est-ce que la RDC gagne en étant membre de EAC? La RDC est membre de plus de 200 organisations internationales. Vous souhaitez le retrait de la RDC à l'Est? En effet, madame, il faut retirer la RDC dans cette aventure. Parce que là, il y a des présidents nélotiques. Ils sont amis, ils se connaissent, ils se côtoient. Ils se disent des choses contre la RDC. Kagame est ami intime à Museveni. Museveni de même avec le président Kenya. Ils se connaissent, ce sont des nilotiques, ils vivent ensemble, ils mangent ensemble. Ils sont tous contre la RDC. On traîne notre président dans une histoire où nous payons cash aujourd'hui. Ça ne va rien profiter à la RDC, madame. Je me pose la question si ceux qui entourent le chef de l'État, ils ont eu le temps d'expliquer au chef de l'État que ce n'était pas opportun que nous puissions intégrer EAC, madame. La force, la solution est au niveau interne. Quand je dis tantôt en attendant qu'il faut consulter Kabila, il faut consulter Matata Ponyo et autres, et en fait consulter en effet Mozito et autres, c'est pour dire que la solution est au niveau interne, madame. La solution n'est pas au niveau de cette structure de nilotiques et présidents solidaires qui sont ensemble de vieux amis. Non. Est-ce que vous allez séparer Museveni et Kagame, qui sont amis, de vieux amis d'ailleurs? Vous allez séparer comment? En étant membre, on pourra être au courant de certaines informations. D'ailleurs, nous n'occupons pas de postes de responsabilité dans cette organisation. Connaissez-vous un seul Congolais qui occupe un poste de responsabilité dans cette organisation qu'on appelle EAC? Comment nous serons au courant de ce qui se passe? On va nous informer, on va nous imposer. Donc, c'est le vrai problème. Il faut d'abord retirer la RDC dans cette aventure. C'est une affaire de présidents nilotiques qui sont contre la RDC et ça ne va rien résoudre. On ne va pas aller sous-traiter la sécurité de notre pays dans cette... C'est important de faire ce retrait-là maintenant. En effet, il faut se retirer, il faut se concentrer à ce qui est interne. Il faut se concentrer à la cohésion nationale, il faut se concentrer à nos forces armées, il faut réorganiser l'armée, il y a une mobilisation au niveau interne, il faut la cohésion au niveau interne. En effet, il faut travailler beaucoup plus au niveau interne qu'aller quémander la solution ailleurs, quémander la solution ailleurs, ainsi de suite. C'est quand même, c'est pitoyable, c'est pathétique. Alors, à quelle stratégie pouvons-nous recourir maintenant pour le retour rapide et durable de la paix dans la partie est de la RDC? D'abord, madame, il faut qu'il y ait un leadership fort au sommet de l'État. Le leadership éclairé au sommet de l'État. Un grand leader, un vrai leader au sommet de l'État. Comme celui qui a défait les M23 en 2012. Un grand leader, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Premier point, leadership. Deuxième point, madame, il faut favoriser la cohésion nationale. Je parle de la cohésion nationale.
Ça veut dire quoi? Les sentiments de vouloir vivre ensemble, créer une nation. Cette volonté de vouloir vivre ensemble. X est mon frère, je suis à Kinshasa, celui qui a béni, c'est mon frère. De cette cohésion de vouloir vivre ensemble, il faut le faire. Comment le faire? Il faut éviter les sectarismes, il faut éviter les tribalismes, les régionalismes, les népotismes. Quand vous nommez les gens, tenez compte de toutes les sensibilités, toutes les provinces. C'est ce qui va créer en effet la cohésion nationale. De 1 et de 3, il faut équiper, acheter les avions, comme Kabila a fait en 2012 auprès du gouvernement ukrainien. Il a acheté les avions de chasse. Nous utilisons aujourd'hui, au lieu de maximiser, de rehausser le budget de la présidence, il faut en effet ponctuer ce budget et affecter au niveau de nos forces armées. Il faut donner les moyens à nos forces armées. C'est ça le vrai problème aujourd'hui. Donc, en réalité, voilà le point que nous demandons aujourd'hui face à ces dangers qui nous guettent, face à la disparition de notre État. Donc, il faut que Félix Tshisekedi puisse le faire. À ce moment-là, nous pouvons respirer pour dire bonne chose. Félicitations. Donc, c'est un peu ça. Et puis, madame, je vais peut-être te dire une chose. Quand je vous dis qu'il faut un leadership éclairé, c'est en connaissance des causes. Parce que depuis que Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir, il est le seul président depuis 1960 qui est arrivé au pouvoir et il a excellé avec des promesses non réalisables. Des promesses. Il ne fait que promettre. Nous avions recensé 250 promesses qu'il a tenu et qu'il n'a pas réalisé. Il a fait des promesses aux Congolais, mais il n'a pas réalisé ces promesses. 250 promesses, mais c'est extrêmement grave, madame. Donc, c'est l'unique président depuis 1960 qui a excellé dans les promesses. Je peux vous en citer ici. J'ai même écrit un livre. Le vernissage interviendra lors de notre congrès. Le Congo du PPRD. Les livres de promesses de Félix Tshisekedi. Oh. Les livres de promesses de Félix Tshisekedi. 250 promesses en 3 ans. Donc, justement, madame, par exemple, Félix Tshisekedi dit ceci. Il a promis. Et tout ça, ce sont de promesses de Félix justement, c'est tout un livre. C'est combien de pages? Les promesses, c'est 250, mais le livre, c'est 150 pages. Oh là là. 150 pages où j'ai recensé 250 promesses de Félix Tshisekedi en 3 ans ou à 4 ans de gouvernance. Il fait des promesses comme vous n'avez pas l'idée. Distributeur automatique de promesses. Il lance des promesses sans pour autant suivre sur le terrain. Il dit par exemple, madame Félix Tshisekedi de pouvoir, il dit que lui, Félix Tshisekedi, il va construire 5000 km de routes modernes durant son mandat. Il dit 5000 km de routes modernes. Il dit aujourd'hui, sur 58 120 km de routes d'intérêt général, la RDC, notre pays, ne dispose que 3400 km revêtis, soit 6%. Moi, Félix Tshisekedi, je vais construire 5000 km de routes modernes. Jusqu'aujourd'hui, madame, si vous sillonnez le Congo, vous n'en trouverez même pas les débits. C'est grave. Félix Tshisekedi est allé encore plus loin, cher Nathan. Il dit ceci, que lui, Félix Tshisekedi, il va construire 10 000 km de chemin de fer durant son mandat. 10 000 km de chemin de fer durant son mandat. Il a même signé un accord avec une entreprise allemande qu'on appelle Congo Railway. Ça a été signé le 8 février 2020. Lui, il va construire... Écoutez, voilà, vous n'aimez pas, voilà. J'ai ce qu'au début, j'avais 250 au début. Donc, jusqu'aujourd'hui... Mais là, n'en parle même pas avec l'armée. Il a promis qu'il va laisser, il va créer son état-major là-bas à l'Est. Il vivra à l'Est. Il va vivre à l'Est. Il est prêt à donner sa vie pour c'est ça. On lui cherche à ce moment précis. Vous ne voulez pas des promesses de Félix Tshisekedi? S'il vous plaît. Oh là là. Après le vernissage, vous serez reçu pour... Voilà. Donc, il y a des promesses ici. Il nous a promis les avions. On cherche les avions. Depuis 2019, madame, il avait dit devant le Parlement réuni en congrès, il dit que j'ai déjà acheté 8 avions. La livraison, c'est en 2020, madame. Aujourd'hui, nous sommes en 2022. Nous avons 250 promesses de Félix Tshisekedi. J'ai recensé ça, c'est dans un livre. Je vais publier ça récemment pour vous dire que... Vous allez me faire... D'ailleurs, je viendrai exposer ici pour vous dire qu'il y a un problème de leadership. Il y a un sérieux problème. Nous voulons un président qui promet, qui réalise. C'est un sérieux problème. Il est allé ici à Maluku. Il tient une clé, dit que j'ai trouvé la solution
pour la famille des Congolais. Désormais, nous allons commencer à manger bio. Nous allons trouver ça ici. C'est à Maluku, madame. Merci beaucoup. C'était à Maluku. Jusqu'aujourd'hui, madame, rien n'est fait à Maluku. Mais il avait dit qu'il a trouvé la solution avec la clé. Merci, messieurs. Jusqu'aujourd'hui, rien. Merci donc, c'est ça des promesses. Il y en a, ça m'étonne que vous ne voulez pas. Merci beaucoup. Nous allons y revenir. Nous allons y revenir. Ici, nous parlons de la situation sécuritaire à l'Est parce que nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Monsieur Aristote Ngarimé, une question et puis je vous donne le temps de conclure. Vous avez dit que Kabila fait une personne ressource et par là, vous faites allusion à quoi? Que Félix Tshisekedi aille le chercher pour avoir des informations ou que lui vienne vers Félix Tshisekedi? Non. Parce que, je vais vous donner un exemple, le cas de l'Ukraine, nous avons vu les opposants s'est ligués ensemble pour se battre contre l'ennemi. Mais aujourd'hui, est-ce que vous voulez nous dire ici que Félix Tshisekedi aille voir Kabila pour le consulter, pour avoir son expertise, ou que Kabila vienne vers Félix Tshisekedi? Moi, je pense, par ailleurs, l'initiative doit venir du président en fonction. Le président Félix Tshisekedi. Et pourquoi pas Kabila? Non, en fait, on risquerait de tout dire si c'est Kabila qui le faisait. On va tout dire, on va interpréter autrement. Non, s'il vous plaît. L'intérêt général, vous avez ici évoqué l'intérêt général. S'il vous plaît. Est-ce que ça aura de l'impact sur l'interpellation? C'est le président c'est lui le père de la nation. Celui le papa, celui qui gère la maison, celui qui doit réunir les enfants autour de lui. Très bien. C'est au président de la République de faire cette démarche, d'appeler les opposants, de consulter les opposants, d'avoir les avis et concertations des uns des autres pour cette question, madame. Donc moi, je pense par ailleurs, c'est beaucoup plus le président de la République qui doit aller vers ces sujets. Si nous sommes dans un contexte de royaume, notamment Joseph Kabila, voilà, notamment Kabila, pour en effet, pour avoir les avis et considérations. Merci beaucoup, monsieur Aristote Ngarimé. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Nous donnons une minute pour la conclusion. Que dire d'autre après avoir exposé pendant plus de 45 ou 1h10 temps? 1h10 temps. Ce qu'il faut retenir, madame, ce qu'il faut retenir, Nathan, dans notre ADN, il y a déjà la cohésion nationale. Dans notre ADN, il y a l'amour du Congo. Dans notre ADN, il y a les sentiments nationaux. Que vous soyez de l'Est ou de l'Ouest, quand on parle de la RDC, vous sentez la mobilisation. Pourquoi? Parce que Mobutu avait créé ces sentiments nationaux, l'unité nationale. C'est notre héritage. Je suis de la province d'Ibazouélé. Mais ce qui se passe à l'est du pays me touche au plus haut point. Parce que je suis né et grandi dans la cohésion nationale, l'amour du pays. Nous ne soutenons pas nos FRDC. Nous ne soutenons pas nos soldats parce que Félix Tshisekedi a fait un discours de 13 minutes ou parce qu'il a appelé à la mobilisation. Non, nous soutenons la RDC, nous soutenons le FRDC parce que nous avons l'amour de la patrie, la cohésion nationale. La cohésion nationale existait avant l'arrivée de M. Félix Tshisekedi au pouvoir. Avant même sa naissance, cet amour pour la RDC existait toujours. C'est pourquoi nous, PPRD, nous soutenons FRDC. Nous, le PPRD, nous soutenons nos militaires au fond. C'est ça le grand problème et nous continuons à le faire. Premier point. Deuxième point. Nous estimons, encore une fois, en dépit des promesses que j'ai ici, 250 promesses de Félix Tshisekedi qui n'a pas réalisé. C'est quand même grave ça, 250. Quand vous promettez chaque fois une femme et vous ne réalisez pas quand même, ça pose un problème. En dépit de ça, nous pensons que le plus que temps que Félix Tshisekedi puisse poser quelques actes, quelques points allant dans le sens de l'ouverture. Il doit en effet aller vers les autres, aller parler avec les autres. Pourquoi pas libérer des prisonniers politiques? Parce qu'il veut la cohésion autour de lui. Jimmy Kitenge et Amakala, vous savez, on nous a appelé, on dit qu'il y a une histoire de cohésion nationale, on a besoin des jeunes, président de la Ligue des jeunes du PPRD. Nous avons dit que mais Jimmy Kitenge est à prison, mais c'est lui qui est le président de la Ligue des jeunes. Mais Félix Tshisekedi doit prendre des décisions allant dans le sens de créer la cohésion nationale. C'est ça le vrai problème. Je vais dire une phrase pour terminer. Je suis convaincu, Nathan, que le régime de Félix Tshisekedi, que le régime de l'IDPS, c'est une erreur de parcours. Que le régime de l'IDPS, c'est une parenthèse politique malheureuse. En 2023, faisons un effort de fermer cette parenthèse. Merci.
Merci beaucoup. Aristote Ngarimé, il est secrétaire national adjoint en charge de la communication du parti PPRD de Joseph Kabila. C'est lui qui a été justement notre invité au cours de cette émission. Monsieur Aristote Ngarimé, merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Et merci d'avoir répondu à nos différentes questions. Merci, c'est moi. Merci à vous aussi. Merci. Très bien. Alors, j'ai été accompagné de Tania Moubadi. Merci Tania pour la co-présentation. Merci Nathan, c'est toujours un plaisir. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. Merci à Aristote Kabouya. Merci à Merveille Vangou. Merci à Joël Mouka. Et à vous également de nous avoir suivis. Le rendez-vous est pris comme ça pour le vendredi. Et ce sera avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.